Bienvenue dans l'Africa Newsroom, cette semaine consacrée aux ressources naturelles sur le continent africain. Et au sommaire également de cette émission, le président français François Hollande est actuellement au Cameroun. Renforcement de la sécurité à Sousse en Tunisie après l'attentat du 26 juin qui a fait 28 victimes, nous vous le rappelons. Nous évoquerons également ces nouveaux cas d'Ebola qui ont été détectés malheureusement au Libéria. Et puis enfin, focus sur le Ghana qui inaugurera la plus grande centrale d'énergie solaire sur le continent africain. Ce sera au mois d'octobre. Ils sont avec nous pour en parler autour de ce plateau. Nos éditorialistes Jean-Marie Bito. Bonjour Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Gracien Roukindi-Kiza, Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Malik Hacher, Malik, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Avec la chute des parts de marché des entreprises françaises observées ces dernières années, la visite du président français François Hollande au Cameroun revêt un caractère économique particulièrement important. En 5 ans, ces parts de marché ont en effet chuté d'environ 50%, conséquence de la politique de diversification économique et des partenaires stratégiques pratiqués par le Cameroun. La visite du président français François Hollande intervient dans un contexte marqué par le recul des parts de marché des entreprises françaises au Cameroun. On note également une baisse des échanges commerciaux entre les deux pays. Une situation qui s'explique par la forte présence chinoise dans les domaines tels que les travaux publics, mais aussi la montée en puissance du secteur industriel au Nigeria voisin. Aujourd'hui, même si le gros des investissements directs étrangers vient de France, les parts de marché de ce partenaire stratégique du Cameroun sont passées de près de 40% en 2010 à environ 17% en 2014. Les enjeux sont forcément économiques. Ils sont forcément ceux du développement. Comment imaginer une autre coopération si celle qui était en place d'aventure ne satisfaisait plus les intérêts communs du Cameroun et de la France. Au niveau de la diplomatie internationale et au niveau de l'aide au développement, la France tient ses promesses, tient ses engagements et est présente. Donc je pense qu'il y aura des contrats nécessairement importants pour le Cameroun et pour la France. Et puis on a tout à gagner à avoir beaucoup d'amis. Vous savez, il ne s'agit pas aujourd'hui dans le concert des nations de se choisir un très bon ami, mais d'avoir autant de très bons amis que possible. Sur le plan sécuritaire, les populations camerounaises souhaitent voir la France s'impliquer davantage dans le conflit armé contre Boko Haram. Ce serait l'occasion idéale de déjà fixer peut-être des conventions cadres avec, sur le domaine militaire pour pallier à la situation qui se vit au nord là. Aux menaces de Boko Haram, puisqu'ils puissent trouver une solution et qu'on puisse avoir l'appui de l'armée française. Une fierté pour nous de le recevoir au Cameroun. Et surtout la nouvelle approche aussi, la nouvelle donne sur la guerre contre Boko Haram surtout. Et son apport aussi nous en voit. Le Cameroun reste le premier partenaire économique de la France en Afrique centrale hors pétrole. Les principaux produits exportés vers l'ancienne métropole sont les fruits, le cacao et ses dérivés. Plus d'une centaine de multinationales françaises ont des filiales au Cameroun et environ 200 entreprises appartenant aux citoyens français emploient plus de 30 000 Camerounais. Malik, on en a parlé hier, mais vous n'étiez pas là. Des partenaires économiques diversifiés du Cameroun, c'est ce qui lui vaut sa place d'économie la plus dynamique de la CEMAC? Oui, je pense. On le voit ces dernières années, le Cameroun avoir quand même une croissance économique qui est en train d'être revivifiée, je dirais. Et finalement, le Cameroun a le choix finalement de choisir ses investisseurs et d'accepter le plus offrant. Celui qui propose un meilleur, un meilleur prix pour la réalisation des infrastructures. Donc les Chinois, dans ce domaine-là, concurrencent la France et bien évidemment, il n'est pas étonnant que la Chine prenne de plus en plus de parts de marché au Cameroun. La France a du mal encore à comprendre qu'elle n'est plus la seule sur les marchés africains et que désormais, elle doit faire face à la concurrence féroce de la Chine et de l'Inde. Elle a souvent cru que ces liens culturels avec cette prédominance de ces liens culturels, elle pensait qu'elle avait plus de
plus de place, une priorité sur les marchés, alors que maintenant, dans un monde mondialisé comme le nôtre, le Cameroun a bien compris que diversifier aussi ses investisseurs, c'était permettre à son économie d'être boostée un peu plus. Alors Gratien, François Hollande au Cameroun, ça veut dire que la France entend renégocier les conditions de son partenariat avec le pays du président Paul Biya? Je ne sais pas on peut entendre renégocier ou plutôt influencer, parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a une certaine confusion au niveau politique. La politique et l'économie, comme les parts de marché baissent, en France, on estime que finalement, on n'a pas le dû, on n'a pas le retour. C'est un pays anciennement colonisé par la France, donc c'est normal. Les Français pensent que c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de marchés, beaucoup plus de parts, que les entreprises françaises aient beaucoup de parts, notamment au niveau des infrastructures. Et or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le Cameroun a bien compris ce qui avantage le pays, ce qui avantage le peuple, ce qui est moins cher, parce que finalement, les investissements, on les paye. Il faut payer moins, comme la France, par exemple. Quand la France importe, va essayer de voir qu'est-ce qui est moins cher. Le Cameroun aussi a besoin d'acheter moins cher. Si le moins cher est en Chine, si c'est lui qui ne demande pas n'exige pas beaucoup de choses, c'est la Chine, donc les Camerounais se retournent vers la Chine. Donc la France essaie au niveau politique, c'est-à-dire cette influence politique pour peser sur l'économie. On verra finalement ce qui sera conclu au niveau de la suite, tout en sachant que les investisseurs, souvent, il y a l'État, mais il y a aussi les entreprises et privés. Il y a des privés camerounais qui préfèrent aller faire les affaires en Chine ou en Inde plutôt qu'en France. Alors Jean-Marie, un voyage économique, mais pas seulement, puisque la lutte contre Boko Haram sera également au cours des pourparlers. J'ai envie de dire un peu familièrement que dans cette lutte, le Cameroun a un peu volé la vedette à tous les pays de la sous-région. Je ne dirais pas, Amira, que le Cameroun a volé la vedette à tous les pays, parce qu'il faut repartir, si vous voulez, à la base, aux prémices, si vous voulez, du conflit Boko Haram. Le premier pays qui s'était élevé pour combattre Boko Haram, c'est bien le Cameroun. Le Cameroun, nous en avons discuté sur ce plateau, le Cameroun a été parti jusqu'à demander un droit de poursuite sur le territoire. Donc à ce niveau-là, le Cameroun n'est pas le dernier de la classe. Le Cameroun, au contraire, si vous voulez, est précurseur dans la lutte contre Boko Haram, quand l'État central nigérian ne bougeait même pas. Oui, donc justement, le Cameroun a donc volé la vedette à tous les autres pays. Il a été, en tout cas, précurseur dans cette lutte. Tout à fait, tout à fait. Le Cameroun a été précurseur et il est tout à fait logique aujourd'hui en ce qui concerne la coopération militaire entre, comment dirais-je, la France et les États, c'est-à-dire l'ancien précaré. Ici, là, ce qui nous intéresse, c'est la CEMAC, l'Afrique centrale et un peu l'Afrique de l'Ouest. À partir de ce moment-là, la coopération militaire doit être intensifiée pour essayer de couper l'herbe sous le pied aux gens de Boko Haram, dans la mesure où on sait aujourd'hui que le terrorisme est transfrontalier aujourd'hui. Donc à partir de là, il ne touche pas. Bon, on parle de Boko Haram, c'est l'Afrique, mais la France, si vous voulez, fait face aux mêmes choses. Nous avons eu l'attentat qui a eu lieu en Isère et tout, il y a, comment dirais-je, il y a 2-3 jours. Tout simplement pourquoi? Parce que ce terrorisme-là, c'est un terrorisme qui est asymétrique. C'est-à-dire les forces qui sont en place sont des forces asymétriques dans la mesure où vous avez d'un côté, vous avez des armées qui sont constituées, mais malheureusement, elles n'ont pas une armée en face pour pouvoir combattre. Donc, il faut changer complètement de stratégie, il faut changer complètement de tactique, des tactiques qui sont mises en place au niveau opérationnel. Et dans ces conditions-là, que faut-il faire? Il faut beaucoup plus se reposer sur la notion d'information, l'information militaire, qui permet de prévenir ces attentats-là. Donc, à ce niveau-là, je pense que le Cameroun est tout à fait à sa place là-dessus, dans la mesure où elle a senti le danger que représentait, c'est-à-dire la nation, s'est levé pratiquement. Le Cameroun est un des seuls États où vous avez la société civile qui s'est impliquée, si vous voulez, dans ce conflit-là. Ça veut dire que les gens de la société civile ont cotisé concernant, si vous voulez, les Camerounais qui sont morts au front et ont mis cet argent-là à la disposition de l'État pour pouvoir, comment dirais-je, combattre Boko Haram. Et renforcement de la sécurité à Sousse, en Tunisie, localité ayant subi, nous vous le rappelons, un attentat meurtrier. C'était le 26 juin dernier. Un attentat qui a fait 38 victimes. L'attaque a eu lieu sur la plage et les touristes étrangers étaient visés par les terroristes. Un dispositif sécuritaire plus efficace apparaît donc comme une nécessité dans cette ville balnéaire. C'est ce que nous explique Birama Saounera. Haute surveillance sécuritaire à Sousse, après l'attaque meurtrière qui a fait 38 morts dans cette station balnéaire le 26 juin 2015, le gouvernement tunisien a mis en place un dispositif sécuritaire au bord de la mer. Des centaines de militaires et policiers sont déployés dans la ville de Sousse, une mesure gouvernementale qui rassure les quelques touristes trouvés sur le site.
Depuis l'attaque, le dispositif de sécurité a été renforcé. Nous nous sentons en sécurité tout le long du site. C'est vrai que beaucoup de gens ont fui après l'attaque, mais je pense qu'avec la sécurité, on pourra se sentir moins inquiet. L'attaque de Sousse a soulevé des vives inquiétudes. Aujourd'hui, des points de contrôle de sécurité sont visibles à chaque coin de rue. Toutefois, certains résidents considèrent les mesures sécuritaires trop drastiques. Les hommes avec des fusils sur la plage, non. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Je pense qu'ils doivent utiliser leur imagination et essayer de rendre la présence militaire plus discrète. L'attaque meurtrière perpétrée contre le site touristique de Sousse a suscité une vague d'indignation à travers le monde. D'ailleurs, le gouvernement tunisien a mis en place un plan de sécurité pour protéger et sécuriser les sites touristiques à l'échelle nationale. À noter que le tourisme représente 10% du produit national brut de la Tunisie et des dizaines de milliers d'emplois. Gratien, ces militaires sur la plage, c'est ça un dispositif de sécurité plus efficace? Oui, c'est un dispositif de sécurité qui est efficace parce qu'il ça joue deux rôles. D'abord, il faut rassurer les touristes, il faut que les touristes voient bien les militaires. Mais est-ce que justement ça les rassure, ces militaires armés sur la plage? Oui. Pour le moment, ça les rassure, parce qu'il faut déjà qu'il y ait confiance, que les touristes soient rassurés, voient bien qu'il y a des militaires qui ne peuvent pas être attaqués. Ça a un effet psychologique. Deuxièmement, c'est aussi un effet pour les terroristes. Ils voient bien que les zones sont maintenant quadrillées, et donc ils vont essayer d'y penser deux fois avant de commettre des attentats. Troisièmement, ce qu'il faut ajouter, à côté de ces gens qui sont présents, des militaires qu'on voit bien armés, il faut qu'il y ait des militaires, de la police, des policiers, des gens des services de renseignement qui sont en civil, qui font un travail pratiquement discret. Ce sont ces gens-là en civil qui vont faire le gros du travail, alors que les autres qui sont en tenue sont là plus pour des raisons vraiment psychologiques, que ce soit contre les touristes, et en faveur, pour que ça rassure donc les touristes. Il y a toujours des éléments qui sont bien différenciés. On peut mettre les agents en civil, les touristes ne seraient pas rassurés. Mais Malik, quand je repose encore ma question, j'ai du mal à comprendre comment des militaires sur la plage peuvent rassurer les touristes. Parce que là, l'objectif de la Tunisie, c'est bien justement de séduire à nouveau ces voyageurs. Comment ça peut les rassurer, des hommes armés dans les stations balnéaires? C'est surtout pour la Tunisie, l'objectif, c'est d'avoir toujours cette image de pays paisible pour attirer les touristes. Et c'est là le problème. Moi, je comprends l'avis de Gratien. Moi, je ne le partage pas. Je pense que la présence militaire sur les plages, bien sûr, ça va avoir un effet négatif, mais c'est nécessaire, malheureusement. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'assurer la sécurité de la Tunisie, même si le tourisme va en pâtir, parce que la Tunisie n'a pas d'expérience sur la lutte antiterroriste. Elle n'a pas d'expérience. Elle est en apprentissage. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Maintenant, vous avez Sousse, vous avez Hammamet, vous savez, ces destinations, ces stations balnéaires qui sont à combien de kilomètres de la Libye? 100, 200, 300, 400 km, maximum 500 km à côté d'un foyer brûlant. Donc on l'a déjà évoqué, tant qu'on ne règle pas la situation libyenne, vous ne réglerez pas la situation tunisienne. Pour le tourisme, maintenant, écoutez, il y a des priorités. Je suis désolé de le dire comme ça, il faut être franc. Il y a des priorités. La sécurité d'un pays passe en premier. C'est difficile de jouer sur les deux tableaux, d'accueillir des touristes et en même temps d'avoir cette présence militaire forte, parce que c'est, je dirais, pratiquement incompatible. Donc il faut malheureusement. Prioriser, c'est-à-dire? Bien évidemment. Je pense qu'on ne pourra pas relancer l'activité touristique en Tunisie tant qu'on n'aura pas sécurisé la Tunisie de manière efficace. Et je pense, je pense qu'il y aura une période de transition. Il y aura une période de transition où le tourisme, le déclin est amorcé en Tunisie. Je ne veux pas être alarmiste, je ne le souhaite pas pour la Tunisie parce que c'est un moteur de l'économie tunisienne. Mais je pense qu'on va passer par une phase où il y aura une sécurisation du pays qui sera nécessaire aux dépens du tourisme. Après, bien évidemment, c'est une bataille de longue haleine parce que le terrorisme, ce n'est pas quelque chose qui s'éradique du jour au lendemain. Alors, Jean-Marie, on ne va pas aller bien loin. Le pays d'à côté, l'Algérie, qui a sombré très rapidement dans des années noires, dans des années minées par le terrorisme. Est-ce que c'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui en Tunisie? Je ne pense pas que ce soit la même dynamique en Tunisie parce que le cas de l'Algérie est un cas spécifique, c'est-à-dire vous avez des groupes armés qui étaient à l'intérieur du pays. Alors que là,
Et quand je parle de l'Algérie, c'était vraiment... Non, mais même si les situations ne sont pas similaires au niveau de la rapidité, est-ce qu'on peut se retrouver dans quelques mois dans un pays qui serait complètement miné par le terrorisme? Je pense pas, parce que si vous voulez, bon, contrairement, je reviens encore, c'est-à-dire sur mon idée de départ, Amira, contrairement, comment dirais-je, à ce qui s'est passé en Algérie, vous avez une présence militaire qui était forte en Algérie, qui faisait face, si vous voulez, au groupe armé islamique et tout ce qui s'ensuit, le GIA de l'époque et tout. Donc à partir de là, la situation est différente et on tombe aussi, c'est-à-dire dans un autre paradigme dans lequel on a pratiquement changé de logiciel, dans la mesure où on s'est rendu compte aujourd'hui que le terrorisme, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure concernant Boko Haram, on est toujours sur la même trame. Donc à partir de là, je ne pense pas que les choses s'enlisent de la même manière que ça s'est passé en Algérie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a cette prise de conscience qui fait en sorte qu'on anticipe maintenant en amont, on essaie de faire jouer le renseignement, les informations pour essayer d'empêcher cette désorganisation économique. Et vous avez posé la question tout à l'heure à Gracien sur la présence militaire. Elle est nécessaire, Amira. Ici, là, en France, qu'est-ce qui se passe dans toutes les gares où on va, dans tous les aéroports? Je ne suis pas d'accord là-dessus avec Malik, parce qu'il y a des militaires partout. Dès l'instant que vous avez une urgence. À la différence que la France est réputée comme étant un pays stable et paisible. Elle n'a pas besoin de refaire son image. La France, la Tunisie, aujourd'hui, elle en a besoin. Non. La France a besoin, c'est-à-dire la dimension psychologique dont a parlé Gracien là tout à l'heure. Elle est très très importante pour pouvoir sécuriser les touristes. Et c'est fini, messieurs, désolé, c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.